parole. Moi, je m'appelle André Kazoni, je suis congolais. J'ai 4 petites questions. Je vais m'excuser parce que la première question que j'avais prévue, le chargé d'affaires a essayé de parler de ça, mais je n'ai pas bien compris, c'est pourquoi je vais reprendre cette première question. Donc, la première question, j'ai demandé que dit exactement l'article qui avait posé le problème avant les élections au Burundi. Si le chargé peut encore relire cet article pour que nous puissions bien comprendre ce que dit exactement cet article. Ça, c'est la première question. 2, par rapport à cette première question, parce que si vous suivez les radios étrangères comme RFI, BBC, La Voix de l'Amérique, lorsqu'ils parlent des autres pays africains qui vont organiser les élections, ils conseillent aux chefs d'État de ces pays de ne pas suivre le modèle du Burundi. Ce qui signifie que, selon la communauté internationale, il y a un problème au niveau de l'interprétation de cet article de la Constitution. Maintenant, la question par rapport à ça, c'est, selon les chargés d'affaires, c'est à quel niveau de l'interprétation de l'article-là que la communauté internationale ne comprend pas exactement ce que les Burundais voulaient dire en inscrivant cet article dans la Constitution. Troisième question, c'est, parce que moi je suis arrivé ici à 17h, à l'introduction, le modérateur a parlé de la sagesse burundaise. Je sais que les Burundais sont vraiment sages, mais je me demande, parce que là je ne comprends pas, la Constitution dont les chargés d'affaires fait mention dans ses réponses, cette Constitution a été rédigée après les accords d'Arusha ou bien c'était après l'élection du président Pierre Nkurunziza par les modes indirects. Parce que si la Constitution, selon moi, si la Constitution a été rédigée avant l'élection de 2005, c'est ça? De 2005, cette élection avait violé, dans ce cas, la Constitution du Burundi. Mais si la Constitution était rédigée après cette élection, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la communauté internationale n'accepte pas l'élection du président. Donc si les chargés peuvent nous donner des précisions par rapport à la rédaction de la Constitution et de l'article. Troisième question, j'ai vu dans la présentation des tableaux de 40% et 60%. C'était 40% les Tutsis et 60% les Hutus. Mais lorsque celui qui nous projette les images avait présenté les tableaux des résultats des élections, j'ai vu une troisième composante là. Toi, dans les 40% et 60%, les toits sont où? Ça, c'est la première question. Et puis, deuxième question, j'ai juste observé qu'il n'y a aucun toit qui a été élu ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Mais ils ont été cooptés. Maintenant, ma question, c'est comment vous justifiez ça? Est-ce que c'est une défaillance manque d'instruction ou d'éducation de ces gens-là? Si c'est ça la raison, qu'est-ce que le gouvernement burundais fait pour que ces gens puissent aussi participer activement à la vie de la République du Burundi? La dernière question, c'est quelle est la situation sécuritaire exacte actuelle du Burundi? Parce que les images que nous avons vues, c'est des images de manifestations avant les élections, si j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, quelle est la situation sécuritaire du Burundi? Et alors, si, en fonction des réponses qui seront données, si
la réponse est qu'il y a encore des troubles. Je voudrais savoir vraiment les raisons. Pourquoi est-ce que les élections se sont déjà passées, le président a déjà prêté serment, nous voyons les membres du gouvernement là-bas, mais pourquoi alors il y aurait encore la situation serait mauvaise entre-temps, alors qu'il y a un dialogue inter-burundais qui se prépare. Merci beaucoup. La première question concerne, donc, comme elle a traduit, l'article 96. Que dit l'article 96? Donc, je vais lire l'article. Donc, si vous êtes spécial du droit, vous allez interpréter cela. L'article 96 de la Constitution burundaise du 18 mars 2005 est le suivant. Je cite: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Fin de citation. Voilà donc ce que dit l'article. Donc, je ne vais pas tellement interpréter. Selon certains spécialistes du droit, pour le président de la République, donc l'année 2010, c'est là où il a été élu en respectant l'article 96, parce qu'il a été élu au suffrage direct pour un mandat de 5 ans, mais renouvelable une fois. Donc c'est ce que dit l'article 96. La deuxième question concerne donc les médias internationaux que nous connaissons, qui sont très connus au monde. BBC, Voix d'Amérique, conseille de ne pas suivre donc le modèle burundais. Bon, les journalistes ont leur donc façon de dire, parce que en fait pour eux, après les accords d'Arusha, on a proposé d'élire le président. On a proposé que le président soit élu par donc 2 chambres de parlement, donc c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ce qui a été fait. Je pense que c'est dans ce sens que les médias internationaux proposent de ne pas suivre son modèle. Parce que si vous suivez le modèle, si le président est élu après, en suivant l'article 96, donc pour lui, il se présente donc une fois. Pour lui, c'est un mandat qu'il a droit donc à un autre mandat. Si on fait l'addition en suivant le modèle des autres démocraties, ça sera 3 fois. Donc je pense que dans ce sens que les médias internationaux disent qu'il ne faut pas suivre son modèle, c'est à son niveau que la communauté internationale ne comprend pas, parce qu'il y a eu cette confusion. Quand vous dites donc où est la sagesse des Burundais, bon, c'est la façon de dire. C'est la façon de dire.
de se respecter donc mutuellement. Pour te dire que cette constitution a été rédigée après les accords d'Arusha. Donc c'est une constitution que nous disons qui est issue des accords d'Arusha. C'est-à-dire que c'est une constitution qui a été rédigée en se basant sur ce qui avait été négocié. Dans ces négociations, vous aurez le temps donc de lire les accords d'Arusha. C'est là d'où viennent ces statistiques, ces propositions au niveau de la gouvernance. Au niveau de la gouvernance, c'est la proposition de 40% et de 60% pour les Hutus et de 40% au niveau de l'administration. C'est toujours, donc, ce sont des éléments qui ont été négociés dans les accords d'Arusha, qui ont été mis dans la Constitution. Vous demandez certainement pourquoi, en fait, dans ces accords, on n'a pas mis, en fait, le pourcentage pour, donc, les toits. C'est une question qui a été étudiée aussi à Arusha, mais cela n'a pas été considéré comme vous l'avez même annoncé comme avant. Bon, c'est un groupe ethnique qui s'attelle donc à, bon, disons, à la poterie et qui est toujours nomade, mais avec la rareté des terres, c'est un groupe ethnique qui commence à se stabiliser, donc parce que le gouvernement ne les a pas oubliés, donc il y a des programmes qui sont en place pour les apprendre à vivre comme les autres groupes ethniques, parce qu'il y a même ceux qui ont étudié, mais ne sont pas nombreux. C'est pourquoi au niveau politique, même quand on leur dit d'aller voter, il y a ceux qui viennent voter, d'autres ne viennent pas voter, et très souvent, ils sont cooptés, parce que vous trouverez même pour les partis politiques, pour trouver un élément du groupe à mettre sur la liste, il faut courir des montagnes pour en trouver un. Il y avait même des blagues, ce qui changeait d'ethnie pour être sur une liste quelque part. Mais comme les Burundais se connaissent, donc ça ne marche pas toujours. Pour te dire que c'est un groupe qui n'est pas marginalisé, mais qui est encadré par le gouvernement à travers donc, les ONG, à travers les associations, pour les amener à participer à la vie politique, à la vie économique, comme les autres groupes. Donc, c'est ce que donc, le gouvernement fait pour faire une éducation citoyenne à ce groupe ethnique. Vous demandez exactement quelle est la situation sécuritaire, la situation exacte. Si vous suivez les médias au niveau du Burundi, si vous avez connu l'historique du Burundi, si nous partons des années 93, on revit la même situation où il y a au moins 5 quartiers dans la capitale de Bujumbura qui sont appelés donc contestataires. C'est dans ces quartiers qu'on trouve la plupart des manifestants. Donc, ces quartiers sont connus. Il y a au nord de Bujumbura, vous trouverez Mutakura, Chibitoke, Ngagara, et aussi vous trouverez
Musaga et au centre, Nyakabiga. Donc, ce sont ces quartiers donc, où on trouve les gens qui contestent, disons, le gouvernement qui a été élu. Cela, en fait, le reflète donc les membres des partis d'opposition qui n'ont pas participé dans les élections. Si vous n'avez pas participé dans les élections, il est normal que vous ne reconnaissez pas donc celui qui a été élu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la majorité qui a élu le parti au pouvoir. Donc, parce que celui qui gouverne pour toute la population, ne gouverne pas pour une partie de la population. Donc, c'est pourquoi, en tant que représentant du gouvernement, on déplore cette situation où on n'accepte pas un élu du peuple. Pour moi, en tant que représentant du gouvernement, c'est une façon de refuser la démocratie. Parce que dans les accords d'Arusha qui ont guidé selon le fait Mandela, bon, un homme, une voix, c'est un principe démocratique. C'est-à-dire que même si une personne de l'intérieur du pays vote, cette voix équivaut à une personne de Bujumbura. Et c'est ce qu'on constate actuellement. Donc, c'est au niveau de la situation sécuritaire, c'est au niveau de la capitale où on trouve cette contestation. Mais quand vous allez donc à l'intérieur du pays, la population va habituellement à ces activités. Et donc, j'ai répondu en même temps à la dernière question. Et pourquoi donc cette situation continue? C'est donc ce refus d'une personne qui a été élue par le peuple pour gouverner. Donc, c'est ce refus donc, qui cause cette situation. Je vous remercie.